Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Thomas-Pierre Lecomte, chef du service d'hématologie DHUG. Qu'est-ce que c'est le sang et quel est son rôle ou ses rôles à l'intérieur de notre corps? Alors le sang est un liquide qui est pompé par le cœur et qui circule dans les poumons et dans les organes. Et sa première fonction, c'est le transport de l'oxygène qui est apporté par l'air, extrait de l'air par les poumons. Et ce transport de l'oxygène, plus précisément, se fait par les globules rouges. Donc les cellules les plus abondantes du sang sont les globules rouges. D'où sa couleur? La rougeur du sang vient de la protéine porteuse qui contient du fer, et le fer, en présence d'oxygène, est oxydé, il a la couleur de la rouille, exactement. Dans le sang, il n'y a pas que les globules rouges, il y a d'autres cellules qui baignent dans un liquide qui s'appelle le plasma. Et puis dans les autres cellules, en dehors des globules rouges, il y a des globules blancs qui participent à la lutte contre l'infection, et les plaquettes, qui sont les plus petits éléments du sang, mais qui jouent un rôle les éléments cellulaires du sang, mais qui jouent un rôle très important dans l'arrêt du saignement, la prévention et l'arrêt du saignement. Donc par exemple, les gens qui manquent complètement de plaquettes sont des gens qui sont exposés à un risque de saignement grave. Et tous ces éléments cellulaires et plasmatiques sont en renouvellement permanent. Pour se concentrer sur les cellules, ça dépend de leur nombre bien sûr et de leur durée de vie. Les globules rouges sont les cellules les plus abondantes, mais c'est aussi celles qui ont la durée de vie la plus longue. En tout cas, on fait des calculs qui sont vertigineux, astronomiques. L'usine à produire les cellules du sang, c'est la moelle qui se situe dans certains os, la moelle qui produit les cellules du sang, et on arrive à des chiffres de milliards de cellules par jour, et donc il y a un renouvellement très important. Pour beaucoup, le sang est un produit unique, c'est faux. Vous utilisez différents produits, 3 principaux. Oui, pour des raisons de conservation et de gestion des unités thérapeutiques transfusionnelles disponibles par rapport aux besoins qui ne sont pas toujours en phase. On transfuse la nuit, les donneurs viennent le jour, il y a des semaines où les besoins sont plus importants, il y a des phases de l'année où les dons sont moins importants. Donc il est important qu'il y ait une conservation du sang qui permette d'adapter, somme toute, l'offre et la demande. Et pour faire cette conservation dans de bonnes conditions, on sépare les éléments du sang. La deuxième raison, c'est que les indications sont différenciées. Il est très rare que les gens aient besoin de tous les composants du sang, mais ils ont plutôt besoin ou des globules rouges, ou des plaquettes, ou du plasma, ou dans certaines circonstances, ces fameux globules blancs qui défendent contre l'infection. Donc il y a une première manière de donner son sang, c'est le don de sang total. Donc on vous retire une certaine quantité de liquide, 1 millilitre de sang pour un adulte environ, sur une période raisonnable, une durée raisonnable, en général très bien supportée. 2-3 dons chaque année par personne? Oui, de l'ordre de. Et on ne garde pas ce sang sous cette forme-là, mais on le sépare dans ses différents composants. Et pour l'essentiel, globules rouges d'une part, plaquettes d'autre part, et enfin le liquide, le plasma. Avec le vieillissement de la population et forcément des pathologies plus nombreuses, vous sentez effectivement un besoin de sang ou de produits sanguins grandissant, plus conséquent aujourd'hui qu'il y a quelques années? En ce qui concerne les globules rouges, le premier mouvement a été la réduction des indications. Et parce qu'on pense que les gens peuvent tolérer assez bien l'anémie, on fait en sorte qu'ils la tolèrent, parce que ce manque de globules rouges soit le mieux toléré possible. Et donc on transfuse plutôt moins à situation identique qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'allongement de l'espérance de vie, la multiplication des nouvelles interventions chirurgicales ou dans les vaisseaux, enfin les prouesses technologiques, s'accompagne d'une augmentation des situations à risque de saignement. Le vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation du nombre des maladies de la moelle qui, comme je disais tout à l'heure, produit les cellules du sang, et donc des situations où potentiellement une transfusion est utile. Donc le mouvement a été ces 20 dernières années à la baisse, contrebalancé par l'augmentation de l'espérance de vie, et donc l'augmentation du nombre de personnes et du nombre de situations dans lesquelles une transfusion de globules rouges peut s'avérer nécessaire. Pour les deux autres composants, je ne voudrais pas être trop long, mais pour les plaquettes et le plasma, les indications se sont beaucoup affinées, ce qui fait qu'il y a eu des mouvements à la fois à la haute, à la baisse, liés à la compréhension médicale des situations et de la judicieuse utilisation de ces transfusions. Donc c'est un peu plus difficile à dire, mais globalement, la tendance du fait du vieillissement de la population sera au fait que même si on affine nos indications, même si on fait en sorte que les malades se trouvent le moins souvent possible dans situation à besoin de transfusion, la tendance sera à l'augmentation des ressources nécessaires.
On a le sentiment que les campagnes de communication ne cessent jamais et sont sans cesse renouvelées. Elles sont systématiquement nécessaires. Vous devez systématiquement garder effectivement une certaine tension, ne jamais baisser la garde sur ce point. Je dirais déjà que c'est bien que la population sache que le système de santé fonctionne grâce à ça. Avec cette particularité du don de sang gratuit, cet acte de don. Et la deuxième chose, c'est que il peut y avoir effectivement toujours une difficulté entre la ressource disponible et les besoins. Et donc, il ne faut pas baisser la vigilance. Et bien sûr, il y a des périodes où cette demande est plus forte que d'autres. Donc là, il y a des adaptations des campagnes, il y a des relances personnalisées, puisque nous avons la chance, l'équipe du Dr Rigal au centre de transfusion sanguine a la chance d'avoir des donneurs très fidèles qui acceptent d'être dérangés, qui ont donné leur numéro de téléphone, et donc ils peuvent être sollicités individuellement en fonction des besoins. Donc il est important que, d'une manière générale, la population d'un pays comme la Suisse sache qu'on peut être en difficulté et que c'est bien que nous ayons une réserve, un ensemble de donneurs disponibles relativement important. Et je pense que si dans les actions de promotion de la santé et de la solidarité, on pourrait imaginer d'inclure dans la bonne éducation des gens, des citoyens, de les sensibiliser à ce don, qui peut être un don de sang pour transfusion, mais qui peut être aussi un don d'organes, et qui peut être un don de cellules souches hématopoïétiques pour la greffe de moelle, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc d'une manière générale, d'ailleurs il y a des actions de sensibilisation nationale en Suisse et dans d'autres pays. Je pense que c'est fait pour que les citoyens dans leur ensemble, collectivement et individuellement, prennent conscience de la nécessité de ce type de solidarité. Vous venez d'évoquer justement ce don de cellules souches. C'est une des pistes, ou en tout cas quelque chose qui vous misez beaucoup dessus? Dans certaines circonstances, notamment en cas de leucémie, le traitement consiste à remplacer schématiquement la moelle du sujet malade par une moelle saine d'un donneur. Ça ne peut pas être la sienne. Et quand on dit la moelle, en réalité, ce sont les cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire ces cellules qui sont l'origine de toutes les cellules différenciées, globules rouges, globules blancs avec différentes variétés et plaquettes. Donc, cellules souches hématopoïétiques. Hématopoïétique veut dire ce qui produit les cellules du sang. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher ces cellules souches hématopoïétiques au niveau de la moelle. C'est pour ça que le terme greffe de moelle ou transplantation médulaire est un peu impropre. Alors ayant dit ça, pour clarifier les choses, effectivement c'est un traitement, comme je le disais tout à l'heure et comme le professeur Chalandon l'a expliqué aussi, qui est un traitement très important dans certaines circonstances comme les leucémies, ou certaines leucémies, et peut être et le traitement potentiellement de curateur, de guérison. Et donc il faut, comme ça ne peut pas être les cellules souches du malade puisqu'elles sont malades, ou qu'elles sont contaminées par des cellules malades, des cellules qui produisent la leucémie par exemple, eh bien il faut obtenir ça d'un donneur. Alors là il y a deux types de donneurs. Il y a le donneur qui est apparenté, ce qui est quelque chose d'assez particulier à la greffe dans le domaine de l'hématologie, ce qui a des avantages au niveau de la compatibilité des cellules, comme groupe sanguin ou des choses assimilées, sans rentrer dans les détails. Et parfois, il n'y a pas de disponibilité dans la famille, et donc après, on va vers les donneurs non apparentés. D'où l'importance d'avoir également ce registre, ou c'est international d'ailleurs, parce que là, il faut la diversité entre et les compatibilités sont beaucoup plus complexes. Oui, il faut dépasser les frontières du canton. Alors là, il faut largement du canton, de la Suisse, de l'Europe et du continent. C'est absolument impressionnant pour avoir cette ressource. Donc, une des manières d'arriver à avoir des donneurs disponibles, et le jour où il y a un malade qui a le groupe compatible, on retourne vers cette personne. Une des manières de les sensibiliser, c'est de leur faire cette information au cours lorsqu'ils viennent faire un don du sang pour transfusion. Et souvent, cette information et cette promotion sont assez bien comprises. Mais nous manquons clairement de donneurs de cellules souches hématopoïétiques au niveau mondial. Alors nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Derrière vous, il y a un livre qui n'est pas neutre, Le sang et la vie. On aurait pu peut-être ajouter un S à et. Comment vous, à titre personnel, vous avez à un moment donné fait le choix de
vous orienter vers cette spécialité médicale? Vous avez toujours été intéressé, ou c'est au contraire votre propre histoire qui, au fil des ans, a fait que vous êtes aujourd'hui dans cette spécialité? Au début de mes études de médecine, ce qui remonte à assez loin maintenant, je suis quasiment tombé amoureux des cellules du sang et de la manière dont la coagulation se fait avec les protéines du plasma. Alors là, il y a une alchimie qui est un peu imprévisible. On tombe amoureux dans la vie, sa vie privée aussi pour des raisons assez mystérieuses, n'est-ce pas? Et puis, ça nous ramène au siècle d'avant. Hein. L'hématologie, je ne prétends pas que l'hématologie et donc la discipline où on s'occupe des maladies du sang soit la seule discipline à la pointe du combat, mais depuis très longtemps, elle allie à la fois l'humanisme, traiter des maladies très graves, des maladies héréditaires ou au contraire des maladies de sujets âgés, une compréhension des mécanismes de la maladie, et tous ces supports, notamment le support de transfusion que moi je trouvais formidable. Et derrière cet élan de solidarité, il y a tout ce que l'on a fait pour que cette transfusion se passe le mieux possible, notamment compte tenu de ce qu'on appelle le polymorphisme au sein de l'espèce humaine, qui fait qu'un globule rouge ne peut pas être administré à n'importe qui. Et je trouvais tout ça à la fois passionnant sur le plan intellectuel, une aventure humaine extraordinaire, et puis aussi une manière d'allier tous ces aspects qui m'avaient beaucoup séduit et qui me séduit toujours beaucoup.